Bonsoir à tous qui respirent. Rénal pour Enthusiastic. J'espère que tu te portes bien. Me voici face au bassin d'Arcachon, il fait nuit, je sais. Mais c'est pas grave, on est dans une ambiance de salle de handball et ça me fait très plaisir de te proposer cette petite keynote, cette petite présentation de la finale du championnat du monde de handball qui va avoir lieu ce dimanche prochain. Enfin, ce dimanche, là, on est samedi au moment où je te fais la vidéo, mais ce sera dimanche demain à 21h heure française à la Télé 2 Arena de Stockholm où l'équipe de France, Cocorico, va affronter l'équipe du Danemark pour une finale qui s'annonce de très haut niveau et de très haute facture compte tenu de ce qu'on a vu. Alors dans cette vidéo, j'ai essayé d'être bref et concis. J'ai séquencé en tout cas en plusieurs parties mon intervention et j'espère que tu vas être attentif à ce que je vais te dire jusqu'au bout pour te présenter donc justement cette finale. D'abord, on va jeter un petit coup d'œil un petit peu dans le rétroviseur de la voiture, là, juste là, pour voir ce qui s'est passé pour les deux équipes, comment s'est passé notamment la progression pour arriver en finale, que ce soit pour l'équipe de France ou pour le Danemark. Après, on va faire un petit point, notamment sur la question qu'on va se poser sur les différents line-up, c'est-à-dire les compositions de départ, les titulaires qui vont démarrer demain, même si c'est qu'une indication, mais on verra de manière très claire quelles seront les dispositions offensives de chacune des deux équipes. Après, on va se poser une grosse question, quelle est la clé du match, que ce soit côté Danemark ou côté France. Ensuite, on va définir un petit peu cette notion de joueur clé, le facteur X, le véritable détonateur, qu'est-ce qui va pouvoir faire que en fait ce match va basculer d'un côté ou de l'autre et qui sera vraiment le joueur clé de la rencontre, que ce soit côté Danemark ou côté France. Là, je vais me lancer vraiment dans une prospective. Et enfin, je vais me jeter à l'eau. Le pronostic, je t'annonce l'avenir, qui va gagner la rencontre de la finale du championnat du monde. Toi aussi, joue le jeu en commentaire et joue le truc avec moi. Alors tu me connais, je suis Rénal, je suis le public speaker de l'équipe féminine de Mérignac qui joue en Ligue Butagaz Énergie. Et puis là, comme toi, j'ai vibré pour le match de l'équipe de France hier en demi-finale, victoire contre l'Espagne. Mais là, on va y revenir dessus dans le petit snapback. Snapback, jingle. Et donc, on va commencer d'abord par l'équipe du Danemark, parce que l'équipe du Danemark, pour arriver en finale, il a fallu faire un long chemin. À savoir que la France et le Danemark ont le même nombre de matchs joués. Le Danemark a fait partie, lors du tour préliminaire, lorsque la compétition a démarré, du groupe H, et s'est imposé, a eu 3 victoires. 3 victoires très faciles, victoire 43-28 de 15 buts contre la Belgique, victoire 36-21, là aussi 15 buts contre Bahreïn, et victoire de 13 buts 34-21 contre la Tunisie. Premier tour, c'est torché, on passe à autre chose. Dans le deuxième tour, le tour principal, c'était un petit peu plus compliqué pour le Danemark, puisque le Danemark, qui faisait partie du groupe 4, devait jouer contre la Croatie, et là, match nul, 32 partout contre les Croates, qui les ont bien embêtés. Puis après, s'en est suivi 2 victoires, notamment une facile contre les États-Unis, 33-24, et une victoire un petit peu plus dure contre l'Égypte, toujours difficile à jouer l'Égypte, 30-25. Et après, une fois les tours, on passe aux tours, les matchs coup près, les matchs clutch, les matchs à élimination directe. Le Danemark s'est imposé facilement en quart de finale contre la Hongrie, 40-23, et en demi-finale, le match contre l'Espagne qui était très dur, très âpre. Je ne sais pas si tu l'as vu, moi je l'ai vu, je me le suis tapé en replay et c'était excellent de voir justement comment notamment les gardiens, que ce soit Pérez de Vargas côté Espagne et le gardien bien sûr Niklas Lendin côté Danemark, ceux-là sont donnés à tour de rôle. Victoire du Danemark dans cette rencontre, 26-23 d'ailleurs. Niklas Lendin, dernier penalty arrêté contre Ferran Solé. Là pour le coup, il n'y a pas à dire, Niklas Lendin c'est élite. Niveau gardien, voilà, c'est élite. Et donc, les joueurs à noter, notamment dans cette demi-finale, qui m'ont vraiment impressionné, notamment, ce sont tout simplement, la toute nouvelle révélation, justement, de l'équipe du Danemark, qui s'appelle Pitlick. Donc, c'est l'arrière droit qui a mis 6 buts hier contre l'Espagne. À noter aussi également la performance donc de Mikkel Hansen qu'on ne présente plus, donc 4 buts dont 2 pénaltys, qui a été maintenant repositionné au poste de demi-centre, puisque arrière gauche, c'est ni plus ni moins que Matthias Gisdel, enfin non, c'est Pitlick qui joue arrière gauche et Matthias Gisdel qui joue arrière droit, donc forcément Gisdel a été un tout petit peu moins en vue sur la base arrière, mais c'est surtout Pitlick qui a mis 6 buts, qui prend le côté gauche de la base arrière, et Mikkel Hansen est décalé en tant que, comme on appelle, quarterback, notamment pour l'équipe du Danemark, et donc qui est un peu le maître à jouer, qui délivre encore de magnifiques passes, dont je me rappelle une passe laser qu'il a mise sur l'aile gauche du côté notamment de Jakobsen.
et qui a permis, non, c'était une passe sur Magnus Landin, le frère de Niklas Landin, et là, justement, là, c'était juste magnifique. Mikkel Hansen, vision du jeu, extraordinaire, rien à dire là-dessus, c'était une super demi-finale. Je t'invite à aller voir le replay, ne serait-ce que pour ta connaissance du handball et voir comment on peut faire pour pouvoir justement un petit peu faire déjouer cette équipe du Danemark, ce que l'Espagne a réussi à faire en grande partie, mais l'Espagne n'a jamais pu dominer la rencontre. Le Danemark a dominé la rencontre, mais s'est fait peur à différents moments de la partie, et il y a peut-être des informations pour l'équipe de France à aller prendre. Et justement, avant de passer à l'équipe de France, Niklas Landin, justement le gardien, qui est, je pense, sans doute la superstar de l'équipe dans les buts. Quand tu as un gardien de but comme ça, mais tu peux voyager très très loin, Niklas Landin a fait ni plus ni moins que 15 arrêts hier dans la rencontre. J'ai pas le pourcentage, mais c'était de très très haut niveau. Si le score justement de la demi-finale c'était que 26-23, c'est parce que Niklas Landin n'a pris que 23 buts, il a joué quasiment tout le match. Il a laissé une fois sa place à Kevin Müller, notamment sur un penalty, mais voilà, c'est le seul moment où il est sorti, mais il a disputé toute la rencontre. Mais voilà, Niklas Landin, élite, super gardien, des parades de fou, le grand écart, il l'aura tout fait. Ferran Solé, sans appel encore. Et je suis désolé Ferran si tu regardes cette vidéo, mais là pour le coup, Niklas, il est plus fort. Il est très 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 fort. Et donc maintenant, j'ai passé à l'équipe de France, parce que là maintenant, l'équipe de France, c'est quelque chose aussi, puisque le parcours de l'équipe de France a donné quoi pour arriver en finale? C'est simple, on était dans le groupe B, et l'entrée en matière était très très forte, puisqu'on est tombé sur le pays co-organisateur, donc pour jouer le tout premier match, la Pologne. Et rappelle-toi de ce match-là, pourtant j'ai l'impression que c'était hier, mais c'était déjà il y a 2 semaines, et oui, l'équipe de France a battu la Pologne sur le score de 26-24. Ensuite, s'en est suivi une rencontre contre l'Arabie Saoudite, victoire facile 41-23. Victoire contre la Slovénie après 35-31. Victoire pas si facile que ça. Les Slovènes ont été quand même assez difficiles à jouer. L'équipe de Roger Baznik, de Baznik était quand même pas évidente à appréhender. Ensuite, qualification donc pour le tour principal, avec notamment le groupe 1 qui nous était réservé, avec des matchs qui sont suivis contre le Monténégro, victoire facile 35-24, victoire également contre l'Iran, un petit peu difficile à mettre en route, mais victoire à la fin 41-29, et match très accroché justement contre l'équipe espagnole, victoire lors du dernier match qui servait un petit peu de répétition avant le match de quart de finale, sur le score de 28-26. Et en quart de finale justement, là c'était sans doute le match le plus compliqué, avec une première mi-temps très difficile pour la France, mais on s'en est sorti et le score n'est pas forcément ne reflète pas forcément ce qui s'est passé dans cette rencontre, puisque la France s'est imposée sur le score de 35-28. Et en demi-finale, là le match d'hier, là c'était une masterpiece, notamment Nedim Remili, niveau au top du top, avec la relation notamment avec les pivots que sont Nicolas Tourna et Ludovic Fabregas. Ludovic Fabregas aussi élite au poste de pivot. Victoire donc contre la Suède, c'était hier 31-26, avec notamment donc 6 buts de Ludovic Fabregas, 5 buts de Quentin Mahé, donc 4 sur penalty, 5 buts aussi, le retour en forme de Dikamem aussi, alors que c'était difficile pour lui contre l'Allemagne, et 4 buts marqués par Nedim Remili, donc, et des passes décisives en veux-tu en voilà, et 4 buts pour Nicolas Tourna. À noter la performance dans les buts de Vincent Gérard, qui a fait 12 arrêts dans cette demi-finale contre la Suède. Ça y est, on a planté le décor. Maintenant, les line-up, c'est-à-dire les compositions de départ, les équipes idéales, les équipes qui attaquent, bien sûr, les bases offensives pour les deux équipes. Pour l'équipe de France, on va commencer, c'est simple. Là, Vincent Gérard dans les buts, à moins que Rémi Desbonnets, que Guillaume Gilles décident de faire quelque chose, mais ce sera Vincent Gérard vraisemblablement dans les buts. La base arrière, de gauche à droite, ça va donner normalement... en principe, on espère Nicolas Karabatic pour une dernière danse. On espère que Nicolas pourra tenir son rang, et pourtant on a vu qu'en demi-finale il était annoncé, mais il n'a pas joué de la partie. Est-ce que c'était pour le reposer en vue de la finale? En tout cas, on espère pouvoir le voir demain. Sinon, si c'est pas Nicolas Karabatic, le seul qui est encore valable sur ses deux jambes, c'est Romain Lagarde. C'est le dernier qui soit vraiment sur ses deux jambes, puisque tu as bien vu, si tu as suivi les infos, Thibaut Briet s'est blessé à la main à l'entraînement. Je pense qu'il sera out pour la finale, même s'il se maintient, mais il y a très peu de chances qu'il joue. Pareil aussi, Elohim Prandi s'est fait match, et on va reparler plus tard d'Elohim Prandi. Il s'est blessé à l'épaule lors de la demi-finale, il ne sera pas en super forme non plus. Donc, et Nicolas Karabatic aussi, qui est là, mais qui est supposé être remis, mais qui est incertain. Il ne reste plus seulement que Romain Lagarde sur la base
base sur le côté gauche, alors que la lumière me fait défaut. Comme tu vois, c'est artisanal cette vidéo. On y retourne. On y retourne. On y retourne. On y retourne. Voilà. Ce sera coupé, j'en suis sûr. Et donc, tout ça pour te dire quoi après derrière? C'est que, voilà, ça c'est le côté gauche de la base arrière. Sinon, demi-centre, Quentin Mahé ou alors Nedim Remili. Les deux savent faire les deux, c'est ce qui ferait notamment donc un autre, si Nedim Remili, ça donnerait la place, notamment l'accès donc du côté droit à Dika même, mais sinon c'est Quentin Mahé qui tient le poste en demi-centre et Nedim Remili sur le côté droit. Et sinon, sur la base avant, on a sur l'aile gauche Dylan Naï, là qui a pris le dessus par rapport à Mathieu Grébille. Au niveau du poste de pivot, là pareil, ça alterne entre Fabregas et Nicolas Tournas. Je pense plus que ce serait Fabregas qui va débuter au poste de pivot demain. Et à l'aile droite, ça alterne entre Yadis Len et Valentin Porte, mais c'est plus Yadis Len qui a le plus de temps de jeu en ce moment, du côté droit, notamment de l'aile droite de l'attaque de l'équipe de France. Et du côté du Danemark, dans les buts, c'est simple, Niklas Landin, ça c'est évident, ça va de soi. Sur la base arrière, là, on a un triptyque. Là, la base arrière superstar de ce mondial, à savoir Pitlick, arrière gauche, Mikkel Hansen, demi-centre, et Matthias Gitzel sur le côté droit. Et sur la base avant, on a ni plus ni moins que... Alors, ailier gauche, ça dépend, ça peut être Magnus Landin. Contre l'Espagne, c'est Magnus Landin qui a démarré, le frère de Niklas qui a démarré. Mais sinon, Jakobsen a pris le relais après derrière. Au poste de pivot, Saugstrup, et du côté droit, Kirkeleke. J'aime beaucoup ce joueur, surtout en défense. Très très bon et qui va être très important. Donc ça, c'est les line-up. En termes maintenant, la clé du match. Quelle va être la clé du match pour la finale de demain? Je te le donne en mille, ce sera la défense. Enfin, selon mon point de vue, de ce que j'ai pu voir, les équipes qui arrivent loin à ce niveau-là de la compétition, il faut avoir une défense solide. Il faut savoir aussi qu'à ce niveau de la compétition, les rotations, ça y est, c'est plus comme dans le tour principal, c'est plus comme dans le premier tour où on fait une grande revue d'effectifs. Là, les rotations, ça se tourne autour de 9-10 joueurs grand maximum sans la rotation des gardiens. 10 joueurs grand max, même si voilà, il y en a 16 sur le banc, mais tu en as 3 ou 4 qui verront jamais le parquet. Ça, c'est évident, mais voilà, il faut vraiment resserrer les effectifs. Et pour ça, la solidarité défensive est hyper importante. Et donc, la défense, les enjeux de la défense du côté notamment du Danemark, en fait, si je me mets dans la peau des Danois, pour pouvoir défendre, là on l'a vu, ça a crié, ça a sauté aux yeux en demi-finale, couper la connexion entre Remili et les pivots. Et ça, un joueur comme Mølgaard peut le faire, qui est maintenant spécialiste de la défense, et ainsi que toute la base défensive, notamment des Danois. Mølgaard, qui est un petit peu le chef de meute de la défense, s'ils arrivent à déjouer la connexion entre Remili et Tourna ou Remili avec Fabregas, là ça peut être jouable. Maintenant après il faut savoir que l'équipe de France a encore d'autres atouts. On a juste simplement l'autre clé par rapport à l'attaque, donc la défense danoise, c'est que du côté d'arrière gauche, comme je t'ai dit, on commence à être sacrément dégarni, et donc forcément ça va se jouer ailleurs. Sur les ailes, on a ce qu'il faut, notamment avec Yadis Len et surtout avec Dylan Naï, qui est quand même très très fort sur son côté gauche. Et puis aussi, quand on a un Dika même en tant qu'arrière droit, on peut voyager tranquillement. Dika même commence à reprendre un petit peu sa course, il commence à reprendre son rythme, il me fait de plus en plus plaisir, Dika. Donc là aussi, pareil, avec Remili du côté droit, donc on a d'autres arguments, même si au poste d'arrière gauche, on est un petit peu plus démuni. La clé côté française, cette fois-ci en défense, il va falloir surveiller très fortement la base arrière notamment, même si pareil l'équipe du Danemark sait tout faire. Tout le monde est bon à tous les postes à ce niveau-là, et c'est des joueurs élites au niveau international qui jouent dans des très gros clubs. Et sur la base arrière, c'est simple. Si on arrive à déjouer notamment les relations entre tout ce qui est Mikkel Hansen, Pitlick et Gitzel, surtout Gitzel qui m'a l'air un petit peu friable, un peu nerveux, je pense qu'il faut aller le chauffer lui, mais bon, quand on a un défenseur comme Fabregas, Tourna, notamment au secteur central, et on a des mecs qui peuvent jouer la chose, aussi Dylan Naï au poste 3 également sur le côté gauche est très très bon, et un gros harceleur, et peut aller chauffer Gitzel.
Mais après, pour aller voir du côté de Pitlick devrait s'en sortir en principe. Mais après, c'est juste simplement Mikkel Hansen. Après, c'est le maître à jouer. Tout peut arriver, tout peut partir de lui. Si on arrive à défendre donc sur cette base arrière danoise, tout peut être possible, tout peut être permis. Et aussi, je pense à un Mathieu Gréby qui peut aussi aider en défense. Si des fois, toutefois, ça tourne au vinaigre, eh ben, il peut venir notamment contrer les projets danois. Donc voilà, ça c'est l'analyse que je fais. Il y a certainement d'autres choses, mais ça va se jouer, ça va être un match de défense. Ça va être âpre, ça va être dur, ça va être un combat, vraiment un véritable fight en termes défensifs. Et c'est là que ça va se jouer, que le destin de cette finale, à mon avis, va pouvoir se jouer. Et maintenant qu'on a défini les enjeux, les différents enjeux de la partie, maintenant les joueurs clés. Où est-ce que la mèche peut prendre. Et quand je regarde un petit peu ce qui s'est passé, moi, du côté de l'équipe de France, le facteur X, ça peut être Elohim Prandi. Elohim Prandi qui a pas fait une super compète pour l'instant. Il a mis 2 buts en demi-finale contre la Suède et il s'est fait mal à l'épaule. Mais si toutefois Elohim s'est remis, il peut être le vrai détonateur et la machine à but comme il est au Paris Saint-Germain. Voilà, je pense qu'Elohim peut faire quelque chose, même si mentalement Elohim c'est toujours un petit peu complexe avec lui. Mais toutefois, voilà, s'il est remis, en tout cas je parle du principe que s'il est remis, il peut être en mode machine et il peut nous faire une grosse finale. Aussi le facteur X, c'est dans les buts Vincent Gérard aussi. J'ai tendance à dire que c'est souvent pile ou face avec lui. Soit il nous sort rien du tout comme il a fait en quart de finale contre l'Allemagne en première mi-temps où là il était en mode fantôme. Ou soit il peut nous faire une grosse partie si la défense devant lui est bonne et réussit à justifier le truc. Vincent Gérard peut être aussi le facteur X de cette équipe de France. Du côté du Danemark, le facteur X, moi je vais beaucoup miser sur Mikkel Hansen bien sûr, mais ça à la limite, ça c'est presque ça va sans dire. Mais je sens que du côté de Gitzel, sachant que notamment au niveau de notre côté arrière-gauche, on est un peu limité, Mathias Gitzel devrait pouvoir s'en sortir et doit être notamment le joueur clé côté danois. On verra bien, après on ne sait pas, c'est un match de hand, ça peut virer dans tous les sens. Regarde en quart de finale, Sagosen qui prend tout de suite, qui prend 2 fois 2 minutes en espace de très peu de temps et qui a complètement foiré son match contre l'Espagne après derrière en quart de finale, ça peut aller très vite, même si ce match-là, je t'invite à le revoir, c'est un match complètement fou furieux, Norvège-Espagne en quart de finale qui a vu l'Espagne se qualifier après prolongation, c'était complètement taré ce match. Mais tu vois, ça peut vriller un petit peu comme ça, parce qu'une finale n'est jamais écrite à l'avance, mais c'est aussi le jeu de se lancer dans une petite analyse comme ça. Et moi, je crois bien en Mathias Gitzel, en plus bien secondé par Mikkel Hansen et Pitlick de l'autre côté. Pitlick, je pense que comme c'est une finale, c'est la première fois qu'il arrive là, ça va peut-être être un petit peu court, ça va faire beaucoup pour lui, à moins qu'il soit complètement dingo et qu'il n'en ait rien à secouer et qu'il va nous péter la finale. Mais Gitzel, j'ai bien confiance en lui en tant que joueur clé. Donc je répète, le joueur clé pour la France, moi je vois bien le premier facteur X, Elohim Prandi, s'il va bien, sinon c'est Vincent Gérard. Et puis bien sûr, je vois bien aussi Nedim Remili, mais je crois que Nedim Remili va être ciblé pas mal et que les Danois auront bien compris comment le serrer. Et puis du côté donc du Danemark, comme je te disais, pour moi, c'est Mathias Gitzel qui devrait normalement pouvoir sortir son lot du jeu, surtout qu'il n'a pas fait une très très belle demi-finale contre l'Espagne, donc il aura forcément une revanche à prendre. Et donc après, il faut se lancer, pronostic. Je vais peut-être te surprendre. Bien sûr, mon cœur veut voir l'équipe de France l'emporter parce que c'est une super génération, des joueurs qui arrivent à maturité après la génération des experts au milieu des années 2010. On commence à avoir une belle équipe qui commence à afficher son empreinte. Et n'oublie pas aussi que l'équipe de France, on a plein de blessés. On a encore tout un réservoir qui ne joue pas et qu'il y a plein d'autres gars. Je pense à Hugo Desca, Benoît Kounkoud, qui ne sont pas là, et puis Karl Conan, le patron de la défense, qui ne sont pas là. Et imagine-toi si ces mecs-là avaient été là, où est-ce qu'on en serait aujourd'hui? Là, on doit faire avec les joueurs dispo. C'est comme ça s'appelle le handball de haut niveau. C'est comme ça et on doit faire avec. Donc, même si mon cœur veut voir l'équipe de France gagner, mais s'il y avait eu ces mecs-là quand même en finale, je pense que c'est quand même le Danemark qui va l'emporter parce que le Danemark est un cran légèrement au-dessus. Il ne faut pas oublier qu'en France, au poste d'arrière-gauche, là, on est vraiment faible. En plus, Nicolas Karabatic qui n'est pas en forme, Brié qui est out, Elohim Prandi, on ne sait pas s'il sera en forme, et Romain Lagarde, je suis désolé, c'est un petit peu juste à ce poste-là. En face, c'est la base arrière, c'est
ultra solides. Voilà, à moins qu'on arrive à les faire déjouer, comme l'Espagne et comme la Croatie lors du tour principal a réussi à le faire en étant très agressif justement sur les Danois. Il faudra être très rugueux, vraiment, et ça je sais que Mikel Hansen il déteste qu'on vienne un peu le coller, qu'on vienne l'empêcher de jouer quand il n'a pas d'espace. Il faudra le harceler, mais on a des Fabregas, on a des chiens de la casse comme Dylan Naï qui vont lui bouffer la tête, voilà, qui vont le pourrir pendant tout le match, lui faire passer une sale soirée. Et donc là, il va falloir être très agressif. En tout cas, les Espagnols l'ont fait à certains moments en demi-finale, les Croates l'ont fait aussi, ont été très agressifs sur eux. Et d'ailleurs, le Danemark, c'est le seul match que le Danemark n'a pas gagné. Alors que ça y est, c'est reparti. Tu vas aimer le fait que tu vois que je sois dans ma voiture et qu'à chaque fois la lumière s'éteigne. Ça va faire partie, c'est le cachet de la vidéo. Et donc voilà quoi. Les Croates ont réussi à faire ça et c'est d'ailleurs le seul match que les Danois n'ont pas gagné de la compétition. La France, elle, a gagné tous ses matchs pour en arriver là. Et donc ça va être intéressant de regarder ça demain. Voilà, donc moi je pronostique une victoire du Danemark, rationnellement parlant, mais après, comme je t'ai dit, tout peut arriver dans ce genre de... On est sur une finale, tout peut se passer. Donc on sera là, je serai devant ma télé demain pour regarder ça, et puis on aura certainement l'occasion de débriefer tout ça, qu'est-ce que t'en dis? Allez, je te laisse là, je te souhaite une belle soirée, une belle finale en tout cas de championnat du monde. France-Danemark, ça va être énorme, ça va se passer à Stockholm demain, et puis moi j'aurai très bientôt, j'espère, l'occasion de te faire un débrief notamment au sujet du Mérignac Handball. J'ai beaucoup de choses à dire de ma position de speaker, et les filles, si vous regardez ma vidéo, ça va le faire. Allez, belle soirée à toi, à très vite, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de tout ça, qui va gagner, qui va l'emporter, comment ça va se passer, ça m'intéresse de savoir. À très vite, salut.